Bonsoir. Quelquefois, on préférerait être un bébé phoque. Ce slogan inscrit au-dessus du visage d'un enfant handicapé provoque en ce moment une politique entre le comédien Michel Creton et le secrétaire d'État aux handicapés Michel Gilibert. Mais en marge des cabinets ministériels et des projets de loi, la cohabitation au quotidien entre handicapés et vacanciers ne se passe pas toujours au mieux. Ainsi, en Loire-Atlantique, un groupe de handicapés mentaux a dû quitter une maison familiale. Les autres pensionnaires se plaignaient de leur comportement. Reportage de la 3 à Nantes, Thierry Bercot et Christian Calmont. Voilà les très indésirables, un groupe de handicapés venus de Mayenne pour passer 3 semaines de vacances. À peine arrivés à la maison familiale de Taron-Plage en Loire-Atlantique, les familles les ont rejetés. Du coup, les 3 accompagnateurs ont décidé d'aller ailleurs, là où on les acceptait au manoir de Missillac. Quand il y en a 2-3 sur une maison comme ici, où il y a à peu près 90 personnes en tout, c'est très bien. Moi, depuis que je vis en maison familiale, il y en a toujours eu sans problème aucun. Bon, là, c'était quand même tout un groupe dont certains présentaient des troubles du comportement assez profonds. Je peux vous donner un exemple, bon, avoir des attitudes tout à fait déplacées dans les couloirs, pousser des cris, avoir besoin, vous voyez, d'attouchements par recherche d'affection, on comprend bien tout ça, mais mettez-vous à la place de vacanciers qui arrivent avec des petits-enfants dont certains ont eu peur parce que certains physiquement sont un petit peu surprenants. Donc ces gens-là, on dit toujours qu'il leur faut des moniteurs spécialisés. Pourquoi voulez-vous que nous, vacanciers, qui ne sommes pas du tout préparés à ça, puissions comme ça, en quelques heures, ne pas être un petit peu bouleversés? Aujourd'hui, Maison Familiale se défend d'avoir chassé ces handicapés et prétend ne pas avoir eu le temps de leur proposer une solution à Cormier, dans un centre voisin hébergeant une quarantaine de handicapés. Faux rétorque Vent d'Ouest, l'organisatrice des loisirs de ces adultes travaillant en atelier protégé. Quand ils ont signé le contrat avec Vent d'Ouest, ils étaient au courant que ce serait un groupe de 13 adultes. Donc on signe ou on signe pas, mais il faut assumer quoi à ce moment-là. Vent d'Ouest n'entend pas en rester là et compte porter plainte pour discrimination envers les handicapés et dénonciation de contrat. Exclus du monde normal, entre guillemets, les handicapés de Nantes, mais il y a aussi au cœur de l'été d'autres exclus. Ceux qui ne partent pas en vacances, ceux qui restent souvent seuls, enfermés dans un appartement, loin des plages et du soleil. Pour mieux comprendre cette solitude, nous avons tenté de les rencontrer, de passer de l'autre côté des volets clos sur l'été. Un seul chiffre pour vous dire combien ce problème est important. Un appartement sur 2 à Paris est occupé par une personne seule. Reportage Anne Rongère, Edmé Poupard et Christian Decarnet. Bien madame, vous aurez un médecin chez vous dans moins d'1 heure. Au revoir. Ici à SOS Médecins, c'est au mois d'août que les appels de personnes seules sont les plus nombreux. Le docteur Pierre a l'habitude. Derrière la demande médicale se cache en fait un appel au secours, souvent d'ailleurs au crépuscule. 21 heures. J'ai bu trop de café, disait le coup de fil. Il me faut tout de suite une piqûre pour dormir. Seule, dans son minuscule studio, une femme de 40 ans en pleine crise d'angoisse. Sur sa table de nuit, une batterie impressionnante de somnifères. Et par contre, le Terralène, j'en prends jusqu'à 200 euros. Et là, vous allez partir un petit peu en vacances, vous avez quitté Paris? Vous restez à Paris tout... Pas de famille, les voisins partis. Ce soir, contre la solitude, la télé et les livres n'ont pas suffi. Il fallait la piqûre. Vous n'avez pas d'amis qui auraient pu vous aider ce soir, dans ce moment un peu difficile? Non. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir au mois d'août. Je vois la rechute, et je l'ai dit aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui où j'ai senti les premiers symptômes d'une rechute. Pourquoi c'est plus dur au mois d'août? Expliquez-moi. Parce qu'il n'y a personne de connu, tout est fermé. Paris désert, la famille en vacances, difficulté aussi pour les personnes âgées. Il faut aller plus loin pour les courses, trouver quelqu'un d'autre pour faire le ménage. Mais Paris vide, c'est aussi une foule de repères qui disparaissent dans un univers où l'on se rassure par les habitudes. Ainsi, à 75 ans, Edmé a du mal à supporter que seul son pas résonne dans un immeuble vide. Un quartier silencieux est un peu mort, ce qui fait que l'on reconstitue des bruits chez soi. Par exemple, La musique, des bruits de porte pour certains, la parole. parce que ce silence total, c'est un peu le vide, un peu angoissant. C'est la peur. Lorsque la peur est trop forte, l'ultime recours, SOS Suicide. Là aussi, plus d'appels en août. Pourquoi une ville vide, pour un solitaire, est-elle plus angoissante? Parce qu'il a déjà un vide en lui-même et que, en temps ordinaire, la foule remplit ce vide.
elle le porte en quelque sorte. C'est beau, une ville l'été, peut-être, mais les solitaires et ceux qui veillent sur eux le savent, le plus dur est à venir, le pont du 15 août. L'Europe réussira-t-elle à trouver seule une solution au problème yougoslave? Rien n'est moins sûr. Réunis en urgence aujourd'hui à La Haye, les 12 ont fait appel aux États-Unis, au Canada et à tous les autres pays européens pour soutenir une conférence de paix. Cette conférence serait appelée par la présidence collégiale yougoslave. Une dernière tentative de la CE qui a eu bien du mal à se mettre d'accord aujourd'hui. Reportage de notre envoyé spécial à La Haye, Laurent Andrès. De plus, et comment? Après l'échec de la Troïka européenne à Belgrade, les 12 se devaient aujourd'hui à La Haye de fournir une réponse. Ils ne l'ont pas trouvée. Les Croates, qui agitaient leur drapeau à l'entrée du Conseil, repartiront déçus. La France a annoncé son intention de porter l'affaire yougoslave devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il y a bien peu de chances que l'Union soviétique accepte d'en débattre. L'Allemagne, qui n'est plus seule à désigner clairement la Serbie comme responsable de la guerre là-bas, souhaitait des sanctions économiques contre les Serbes et la reconnaissance rapide des indépendances slovènes et croates. Hans-Dietrich Genscher l'a dit à Roland Dumas juste avant le Conseil, mais aucune décision n'a été prise. Quant à la force d'interposition que Français et Allemands jugeaient nécessaire, les Britanniques ne semblent pas chauds. L'Union de l'Europe occidentale, cet embryon de défense commune européenne, se réunira demain à Londres, puis vendredi à Bonn. La CSCE réunira sa cellule de crise jeudi à Prague, sans parler de l'initiative française devant les Nations Unies. Le sens de ce ballet diplomatique, c'est évidemment que la crise yougoslave s'internationalise, mais surtout que sa solution ne relève désormais plus vraiment de l'Europe des 12. Une Europe qui aura fait, une fois de plus aujourd'hui, le constat de sa relative impuissance. Et sur le terrain aujourd'hui, pas de combat, un calme relatif règne en Croatie. Un cessez-le-feu inconditionnel aurait été accepté par toutes les parties. Mais peut-on penser réellement à une paix durable entre Serbes et Croates? Difficile d'y croire. Les deux communautés s'affrontent depuis des siècles. Les raisons de cette haine interethnique, Marie-Odile Pagnès. Tout ou presque les sépare. Les Serbes et les Croates n'ont que 2 points en commun, ils sont d'origine slave et parlent la même langue. Mais même leurs alphabets sont différents. Cyrillique pour les Serbes, latin pour les Croates. Dès la division de l'Empire romain, la frontière place les Croates en Occident, les Serbes en Orient. Au siècle dernier, jusqu'en 1914, la Croatie est rattachée à l'Empire austro-hongrois, la Serbie aux Ottomans. Et quand est créé en 1918 le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui devient la Yougoslavie en 1931, les tensions interethniques persistent. Elles s'exacerbent même pendant la Seconde Guerre mondiale. La Croatie s'allie à l'Allemagne nazie. Les Oustachis, militants du Parti national-socialiste croate, persécutent juifs, tziganes et serbes, provoquant la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Riposte sanglante des Tchétniks, les partisans nationalistes serbes. Tito réussira à imposer un calme précaire. Mais à sa mort, les mouvements nationalistes reprennent, d'autant que son découpage des républiques isole des communautés serbes en territoire croate, comme en Slavonie ou en Krajina. Aujourd'hui s'ajoutent des désaccords économiques. La riche Croatie, attirée par l'Europe occidentale et le libéralisme, ne supporte plus d'entretenir le Sud, pauvre et à l'économie quasi sous-développée, d'autant que les Serbes sont les héritiers du communisme. Les Croates, moitié moins nombreux que les Serbes, produisent plus qu'eux en part de PNB et leur taux de chômage n'est que de 6%. Il est 2 fois plus élevé en Serbie. Poids de l'histoire, poids de l'argent, le divorce est consommé entre les deux républiques. Les otages occidentaux détenus à Beyrouth vont-ils être libérés dans les prochains jours? Le djihad islamique fait en tout cas espérer un règlement rapide de la question aujourd'hui. Le djihad qui enverra dans les 48 heures un émissaire à l'ONU. Certains de ces otages sont détenus depuis plus de 6 ans. Ils sont encore 12 enfermés dans des geôles de Beyrouth. Philippe Pister. Le communiqué du djihad islamique est authentifié par un cliché de l'américain Terry Anderson, le doyen des otages occidentaux. Il est détenu au Liban depuis mars 1985. L'organisation annonce donc qu'elle adressera, je cite, dans les 48 heures un message extrêmement important au secrétaire général de l'ONU par le biais d'un émissaire spécial. Ravir Pérez de Cuellar, justement, interrogé immédiatement à son arrivée à l'ONU. Pour l'instant, je n'ai rien reçu du djihad. Comment puis-je accepter quoi que ce soit avant d'avoir reçu une demande? Le secrétaire général de l'ONU, néanmoins relativement optimiste quant à un règlement global du problème des otages, il précise, détenus dans le monde entier. Côté occidental, il reste 12 otages au Liban. Ce communiqué du djihad intervient quelques heures à peine après l'annonce dans un quotidien iranien qu'un Américain et un Britannique pourraient être libérés à Beyrouth avant la fin de la semaine. Le texte du djihad mentionne la revendication principale de l'organisation, la libération des quelques 400 Libanais et Palestiniens dont Cheikh Obeid, détenus au Liban Sud et en Israël.
En Irak, cette fois, les émissaires de l'ONU n'en finissent pas de faire des découvertes inquiétantes. Aujourd'hui, Saddam Hussein a admis avoir fabriqué du plutonium. La veille, les experts avaient visité un site de recherche pour les armes chimiques. Alain Chabot. Cette photo satellite est un document inquiétant. Elle nous montre l'usine de Salman Pak à 35 km au sud de Bagdad. Ce site industriel a été utilisé par Saddam Hussein dans le cadre de recherches bactériologiques à des fins militaires. À Bagdad, la presse a d'ailleurs reconnu que l'Irak avait bel et bien mené de telles recherches, mais qu'elles avaient été abandonnées depuis août 90 par peur des bombardements. Les inspecteurs des Nations Unies sur place ont pu visiter le centre de Salman Pak, mais il leur est difficile d'affirmer que les Irakiens ne possèdent plus d'armes bactériologiques. En tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU estime qu'il est encore trop tôt pour lever même partiellement l'embargo qui frappe l'Irak depuis bientôt un an. L'ONU attend d'en savoir plus, même si la population commence sérieusement à manquer de tout. En fait, chaque jour apporte ses nouvelles révélations. Ainsi, dans le domaine nucléaire, Bagdad a finalement dévoilé l'existence de 3 programmes secrets d'enrichissement de l'uranium. Les experts de l'ONU ont pu inspecter les installations, ils en ont rapporté ces photographies. Et maintenant, l'Irak reconnaît avoir produit 3 grammes de plutonium, quantité certes insuffisante puisqu'il en faut 6 kilos pour fabriquer une bombe atomique. Mais de là à suspecter Saddam Hussein de cacher encore quelques usines secrètes dans sa manche, il n'y a qu'un pas. En France, les salariés de Sud-Marine Entreprises devront attendre une semaine pour être fixés sur leur sort. Le tribunal de commerce a en effet renvoyé sa décision au 13 août en ce qui concerne d'éventuels repreneurs. Il était réuni ce matin. Le candidat le plus sérieux reste pour le moment l'entreprise de machines-outils Brizard. Cette entreprise est installée près de Besançon. Fiche technique de l'entreprise Brizard avec Agnès Molinier. Le groupe Brizard a de quoi surprendre. D'abord ses locaux, ils trônent en plein centre de Dampierre-sur-Salon, en Haute-Saône, le village natal du PDG René Brizard. Un mélange de tradition et d'audace, à l'image de cette société, devenue en 30 ans un empire industriel. René Brizard hérite en 61 de l'entreprise familiale. Aujourd'hui, il est le leader français de la machine-outil. Son groupe réalise plus de 2 milliards de chiffre d'affaires et emploie, tous secteurs confondus, 3800 personnes. Car Brizard, c'est aussi dans l'habillement les magasins Vétir. Son projet de rachat de Sud-Marine peut surprendre. La réparation navale n'est pas actuellement un créneau porteur. Mais Brizard semble réussir à contre-courant. Il s'est lancé dans la machine-outil en 84, en pleine crise du secteur, et il s'y est quand même imposé. Le projet Brizard doit maintenant convaincre les juges du tribunal de commerce de Marseille. Il a déjà séduit les salariés de Sud-Marine, son principal atout étant de sauver 2 tiers des emplois. L'accord entre l'Europe et le Japon est à peine signé en ce qui concerne l'importation des voitures que déjà on parle d'un dépassement des quotas côté japonais. C'est le très sérieux Financial Times qui l'affirme et quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, on peut prendre la menace au sérieux. Reportage de Bernard Ségara et Robin Teboul. Les Japonais préfèrent les japonaises. En juillet, ils ont importé plus de Toyota et de Nissan construites en Europe ou aux États-Unis et surtout délaissé les marques étrangères. Les Français chutent de plus de 27% le mois dernier. Ces véhicules construits hors du Japon ne devraient pas dépasser 1 200 000 unités en Europe d'ici l'an 2000. Or, le gouvernement britannique en prévoit au moins 2 millions. Des informations de nature à irriter Edith Cresson et Jacques Calvé, le patron de PSA. Des productions japonaises qui alimentent pourtant faiblement les concessionnaires. L'usine d'Angleterre ne produit pas suffisamment encore et la nouveauté de la Primera a séduit beaucoup de clients dans toute l'Europe. Donc il n'y a pas assez de voitures et beaucoup de demandes. Donc il vous reste quelle source? Il nous reste un peu d'espagnol, un peu de voitures qui viennent d'Espagne et puis en fonction des allocations, des voitures qui viennent d'Angleterre et en fonction des quotas, des voitures qui viennent du Japon. Donc tout ça mélangé va nous permettre de finir au ralenti l'année 92. Par contre, chez Toyota, on a une stratégie commerciale différente. Pour l'instant, les voitures sont exclusivement importées du Japon. Toutes nos commandes sont passées directement chez l'importateur. On fait des échanges entre concessionnaires Toyota, puisque c'est vrai qu'on n'a pas toujours le modèle et la couleur, mais on ne passe que par l'importateur. Toutes les Toyota sont fabriquées directement au Japon, stockées à Cherbourg et distribuées chez les concessionnaires. Les Japonais boudent nos voitures alors que les Européens raffolent des Japonaises. Devant ces réalités, l'Europe économique divisée semble compter bien peu devant la puissance japonaise.
À Narbonne, après la mort d'un fils de harki hier, la cité des Oliviers s'installe dans le silence. Toutes les négociations avec le gouvernement ont été ajournées pour le moment et la situation reste très tendue. Certains s'attendent à de nouveaux incidents. Reportage sur place d'Hervé Dino et Bernard Branc. Depuis la découverte du corps de Mokran Boutmer, mort par strangulation, les jeunes harkis éprouvent un sentiment d'écœurement et de colère. Aujourd'hui à Narbonne, l'ébauche de dialogue avec les pouvoirs publics n'est plus qu'un lointain souvenir. Plus aucun dialogue ne sera possible avec l'État français tant que la justice ne sera pas rendue à Mokran. Cet après-midi, les jeunes de la Cité des Oliviers ont tenu à apporter leur soutien à la famille Boutmer, qui par la voix de Maklouf réclame la justice, rien que la justice. Je fais confiance à la justice. C'est à eux de me le prouver. Malgré les expertises effectuées hier sur le corps de la victime, on ignore toujours s'il s'agit d'un crime ou d'un suicide. Les avocats comprennent mal l'empressement du parquet qui a proposé cet après-midi de rendre le corps à la famille. Est-ce que certaines personnes ne préfèrent pas avoir, dans la Cité des Oliviers à Narbonne, un dossier d'un suicidé plutôt qu'un dossier de meurtre? C'est la question que je me pose. Dès demain, les avocats de la famille porteront plainte, ce qui leur permettra de se porter partie civile et d'avoir accès au dossier. Dans l'immédiat, la famille demande aux jeunes de la Cité des Oliviers d'éviter toute forme de provocation et de rester calme. Mercedes ou voiture haut de gamme, un gang d'escrocs écume en ce moment la région parisienne, escrocs d'un nouveau genre. Ils ont réalisé des faux chèques de banque de la Société Générale pour s'acheter ces voitures de rêve. Reportage de Béatrice Nivois et Gladys Quadra. Comment acheter des véhicules ou objets de luxe sans payer? Un gang d'escrocs a trouvé la solution. Contrefaire ce véritable chèque de banque. Le vrai chèque de banque, on va le chercher dans une agence. Il est contresigné 2 fois. Un visa de contrôle y est apposé. C'est un chèque utilisé pour les gros achats. Le faux chèque de banque utilisé par les escrocs n'a pas de visa de contrôle. Son numéro de série comporte les lettres RAE et la mention « Payer contre ce chèque » au lieu de « Payer contre ce chèque de banque ». Depuis le mois de mars dernier, une trentaine de particuliers ont été grugés. Nous avons également, outre le fait d'être éditeur d'un journal, un service juridique, de protection juridique, qui permet à nos clients victimes d'une escroquerie ou d'un problème quelconque d'être représentés en justice avec le concours de la centrale. En l'occurrence, nous prendrons, le moment venu, tous les frais à notre charge pour faire valoir les droits de nos clients. Les escrocs ont fait en grande partie leur marché à partir de petites annonces publiées dans la centrale des particuliers. Et malgré les plaintes déposées, pour les besoins de l'enquête, la police n'a donné l'autorisation d'avertir les clients qu'à la fin du mois de juillet. Cet avertissement, le journal le maintiendra tout l'été. Tout comme d'ailleurs l'avertissement de la Société Générale aux autres banques. L'organisme, victime elle aussi des escrocs, pense à se prémunir. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de sécuriser encore davantage nos chèques de banque. Nous réfléchissons fortement à l'introduction d'un hologramme sur ces chèques de banque. À ce jour, l'escroquerie s'élève à 3 millions de francs et touche surtout Paris et sa région. Les premières victimes, les particuliers, ne seront pas indemnisés. Il n'existe aucune assurance contre l'escroquerie. Paris envahi par les campeurs, ils s'installent dans l'illégalité la plus totale sur les pelouses du Champ de Mars ou au Bois de Boulogne. Résultat, Jacques Chirac se fâche et demande l'intervention des forces de l'ordre. En attendant, ces touristes sans le sou passent des nuits tranquilles au cœur de la capitale. Reportage Affaires 3 Île-de-France, Catherine Sabat, Guy Alcrief. Good night. Première conséquence visible des consignes de Jacques Chirac, des rondes renforcées de la police et de la direction des parcs et jardins, mais la plupart des touristes qui dorment sur le Champ de Mars ne savent même pas que c'est interdit. No, I didn't think so. Non, je pensais pas que c'était interdit parce qu'il y avait déjà d'autres gens et que personne n'est venu me dire quoi que ce soit. Alors j'ai fait ce que je voulais. Quand je trouve des endroits sympas comme ici, je préfère dormir dehors plutôt que de rester toujours enfermé. À Paris, la réglementation est draconienne. Interdiction formelle d'habiter sur la voie publique, ce qui revient à rejeter hors de la capitale tous les camping-cars et campeurs sauvages. Mais devant le prix des hôtels et l'affluence au seul camping parisien du Bois de Boulogne, les touristes et surtout ceux venus de l'Est ont choisi les plus beaux quartiers pour passer la nuit. Tout près du Grand Palais, une colonie italienne s'est installée.
Le soir d'avant, ils ont dormi place de la Concorde pour 230 francs. Ici, ils risquent la même chose, mais ils n'ont pas le choix. Aucun emplacement à Paris n'est réservé aux caravanes ou camping-cars habités. Désormais, la police a pour consigne de les faire évacuer. Et de développer une action de prévention qui vise à les informer qu'ils doivent se conformer aux règles qui régissent le stationnement de leur véhicule à Paris. Les dormeurs à la Belle Étoile sont plus tranquilles. Jusqu'à présent, la police s'est contentée de les réveiller au petit matin pour leur dire de lever le camp. Sergueï Boubka, 6,10 m, le champion du monde du saut à la perche, a gagné un petit centimètre sur son record, un petit centimètre et une belle prime. Certains y voient un goût prononcé du calcul chez le grand athlète soviétique. L'exploit est tout de même superbe. Jean-Philippe Guillen. Même avec une légère douleur au pied gauche, Sergueï Boubka est pratiquement invincible. Cet Ukrainien de 28 ans vient de s'offrir à Malmö son 28e record du monde personnel, le 13e en extérieur, le 8e de l'année. Sa tactique est simple, d'abord remporter le concours, puis tenter de battre son propre record du monde d'1 centimètre. Et pourtant, regardez bien, lui aussi fait tomber la barre. Mais poussé par les 20 000 spectateurs, il va réussir 6,10 m à sa 3e tentative. À chaque record mondial, Boubka empoche de 10 à 20 000 $ et parfois, comme hier en Suède, il quitte la piste avec une voiture japonaise en prime. Améliorer son record centimètre par centimètre est donc bien plus lucratif que de placer la barre directement à 6,10 m. Pourtant, il aurait pu réaliser cette performance et même plus dès le début de l'année. Mais ces records à répétition plaisent beaucoup aux nombreux sponsors et au public. Sergueï l'a bien compris, même s'il reste l'un des plus fantastiques athlètes de l'histoire. Avec lui, le record du monde a fait un bond de 25 cm en 7 ans. Champion d'Europe, du monde, champion olympique, Sergueï se dit maintenant capable d'atteindre un jour 6,20 m. Imaginez maintenant une équipe de cyclistes arrivant au championnat du monde sans vélo. C'est ce qui risque d'arriver à l'équipe de France vendredi à Stuttgart. Le camion qui contenait tout le matériel a été volé à Bordeaux. Aucune nouvelle des cambrioleurs et la compétition approche. Reportage de la 3 sur place, Bertrand Rau. Ambiance morose ce matin au vélodrome de Bordeaux. Privés de vélo à une semaine des championnats du monde, les pistards de l'équipe de France accusent le coup. Ce vol hypothèque leur chance de médaille à Stuttgart, du dépit dans les réactions. Beaucoup de soucis parce que pour remplacer tout ce qu'on avait dans ce camion, pour être compétitif au championnat du monde, ça va poser de gros problèmes quand même. Coût total du préjudice, environ 1 million de francs. Exemple, une roue lenticulaire en fibre de carbone coûte 5 000 francs. Le reste des cadres, de l'outillage et des boyaux spéciaux. Plus rien en revanche pour le tandem Lemire l'Ancien, on leur a tout volé. C'est vexant premièrement parce qu'ils n'ont pas fait que voler le vélo de course mais le vélo de remplacement. Alors on va être obligé de retomber dans les archives et d'aller chercher un vélo qui à la limite sera mieux dans un musée. Celui avec lequel Morellon et Trentin ont été champions olympiques en 68 à Mexico. Le seul espoir de Daniel Morellon et de l'équipe de France réside à présent dans l'enquête de police confiée à la brigade territoriale de Bordeaux. Pas de piste pour l'instant. À l'hôtel où était garé le camion, le parking n'était pas surveillé. Reste que le type de matériel volé est difficile à écouler, trop sophistiqué pour des amateurs. Il est impossible à vendre car tatoué et numéroté. Footballeurs, bon niveau, cherche club pour la rentrée. C'est la petite annonce que pourraient passer 130 footballeurs professionnels. Ils sont au chômage. 130 footballeurs qui n'ont plus que 11 jours pour trouver un poste. Alain Dorgans et Hervé Gutmann en ont rencontré deux. Portraits croisés de Rudy Garcia et François Darcy. Synonyme de bonheur simple, de joie enivrante, un aboutissement d'un but, le football s'égare parfois à nos troubles, subit les revers de sa gloire, révélant sa face cachée, le chômage. Parmi les joueurs n'ayant pas trouvé d'emploi ailleurs, François Darcy, 24 ans, évincé du football club de Rouen, où il occupait un poste de gardien remplaçant, ainsi que Rudy Garcia, ancien milieu de terrain relayeur du stade Malherbe de Caen. Mon souhait était de quitter le stade Malherbe pour trouver un club qui m'aurait permis de m'exprimer complètement. Maintenant, j'ai peut-être mis un petit peu trop la priorité sur un club de première division et peut-être négligé certaines offres de l'échelon inférieur. J'avais beaucoup d'espoir dans le football quoi, professionnel. Et j'ai pas pu combler mes rêves, quoi, voilà. Sur 240 professionnels en fin de contrat, ils sont 130 sans emploi. Emportés par l'euphorie des hausses de salaire, certains joueurs n'ont pas senti le vent tourner.
Ça fait 7 ans que je suis professionnel, donc il me reste 3-4 années à vivre du football. Je crois qu'il est évident qu'on ne peut pas non plus jouer pour un salaire qui est trop petit. Je paye pour les gros salaires, mais c'est sûr qu'il y a une inflation sur le chômage, quoi. Mais je vois comme certains clubs comme Brest qui vont chercher des gardiens internationaux, alors qu'en France, il y a de bons gardiens et de bons joueurs français, à petit salaire, et on va chercher des gardiens à l'étranger avec des salaires faramineux, quoi. Il y a encore jusqu'au 31 décembre pour faire partie des jokers. Peut-être que j'attendrai même jusqu'à cette date-là pour trouver un employeur qui serait quand même de qualité. Dans une équipe de première ou deuxième division professionnelle, ou troisième aussi professionnelle. Sinon après, amateur, c'est pas sûr qu'on revienne dans le milieu, quoi. On m'encourage, c'est sûr, mais tout le monde est déçu, quoi. Tout le monde pensait que j'allais réussir. Moi, voilà, c'est fini, quoi. Voilà, et pour terminer, un coup de chapeau à notre confrère dans la 3, un caméraman de Besançon, Michel Serran. Il a battu un double record du monde en ULM. Vous allez le découvrir sur ces images. Record de distance et de vitesse. Il a parcouru 1073 km à une vitesse moyenne de 89 km/h. Une très belle performance, saluée évidemment par toute la rédaction. Voilà, fin de cette édition, météo complète de Florence Klein avec des orages. Demain, c'est pour dans quelques secondes. Soir 3, c'est à 22h14, pardon. Soir 3 présenté par Richard Tripot. À demain 19h. Bonsoir.